Voilà, oui. Graciela a bien ouvert justement avec ses fantasmes fondamentaux et surtout quand tu as parlé du délire collectif, je me suis dit c'est bien, mon intervention s'articule bien après puisque j'ai utilisé ce terme du philosophe Adorno, le pastiche, pour parler du délire collectif de la montée du fascisme. Hein, voilà. Voilà mon titre. Un incipit, j'ai repris une petite phrase de Wilhelm Reich. Amour, travail et connaissance sont les sources de notre vie, ils doivent donc la gouverner. Donc, chaque société évolue comme un seul homme, pensait Freud, hein, et ce grand corps sociétal n'est pas à l'abri donc de maladies, de régressions et d'emballements passionnels pris dans l'imaginaire et son enfermement spéculaire. Ces moments d'emballement ne surgissent pas par hasard, mais sur le fond de l'espoir d'un narcissisme collectif endommagé, comme l'avait relevé donc le philosophe Adorno, dans un texte à mon avis important, intitulé « Que signifie repenser le passé ?» C'est l'espoir d'un narcissisme collectif endommagé qui attend d'être reconstitué et s'empare de tout ce qui, dans la conscience, rétablira sans tarder l'harmonie entre le passé et les désirs narcissiques et qui peut aller jusqu'à modeler la réalité afin que tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de dommages. Pour Adorno, les identifications aux idées de la peste fasciste, du nazisme et le narcissisme collectif éprouvé à cette période historique n'ont pas été anéantis au moment où il écrivait ça, et je pense aussi aujourd'hui, mais subsistent toujours actifs dans l'inconscient et acquièrent ainsi une puissance particulière. Il ne pensait pas, certainement avec justesse, que le prétendu miracle économique auquel nous participons tous est psychiquement et socialement des fondations aussi solides et profondes que l'on pourrait le penser à des époques de stabilité relative. Mon sujet va développer donc cette question plutôt du populisme dit classique, ce populisme plutôt d'extrême droite qui a fait suite au développement du fascisme et du nazisme. On pourrait dire les populismes, comme pense Roland Schemama. Voilà. Et moi, je le différencie de ces mouvements de gauche dits populisme de gauche, parce que je pense que c'est dangereux de faire un mélange. Voilà. Que ce thème avancé par des penseurs comme Ernesto Laclau, Chantal Mouffe ou Judith Butler confondent, à mon avis, peut-être les signifiants populistes et populaires, ce dernier terme signifiant le sens social du peuple et risquant ainsi peut-être de banaliser et de passer sous silence les ressorts profonds qui sous-tendent le populisme. Et je suis d'accord avec la philosophe Hélène Leuillet, et psychanalyste aussi, qui a un ouvrage intéressant qui s'intitule « Tu haïras ton prochain comme toi-même », pour penser que les populismes de gauche ne sont pas des populismes. Voilà, j'avance ça. Ce cri de détresse de la part d'une population paupérisée, enfermée et en souffrance, aurait-elle vraiment les mêmes ressorts psychiques profonds que ceux qui animent le populisme d'extrême droite? C'est la question que je pose. Et ce serait un sujet à approfondir et à débattre. Il me semble que la confusion se fait entre les termes de populiste et peut-être de prolétaire. Ce dernier, entendu comme couche sociale paupérisée et dépossédée de ses droits. J'entends plutôt le populisme comme une pathologie de la démocratie qui ressurgit de manière répétitive, à intervalles réguliers, lors de difficultés économiques, démographiques, dans le lent processus de subjectivation et peut-être d'avancée de l'humanité. Il se maintiendra tant que les masses obéiront à des motivations irrationnelles et appelleront de leur vœu les régimes autoritaires comme elles l'ont fait par le passé. Un père tout-puissant, dont Gérard va nous parler tout à l'heure. La nostalgie d'un passé merveilleux, inoubliable, est toujours prête à ressurgir. Régresser est toujours la voie de la facilité, la régression désignant le retour d'un sujet à un stade dépassé de son développement par le biais de la fixation. Cela peut concerner les stades libidinaux, les relations d'objets, les identifications. Elle désigne le passage à des modes d'expression et de comportement d'un niveau inférieur du point de vue de la complexité, de la structuration et de la différenciation. Ce terme avait été introduit par Freud dans l'interprétation du rêve pour rendre compte d'un caractère essentiel du rêve. Il a décrit trois formes. Une régression topique au sens du schéma de l'appareil topique, une régression temporelle dans laquelle sont reprises des formations psychiques plus anciennes, et une régression formelle
lorsque les modes d'expression habituels sont remplacés par des modes primitifs. Donc moi, je penserais le populisme du côté d'une régression formelle, réouvrant l'archaïque et le lien au maternel, à la fois dans la nostalgie d'un lieu clos, utérin, baignant dans la tranquillité du même, et dans l'appui sur l'affect primaire d'une haine non refoulée. Une régression au pré-génital, voire d'avant l'accès au langage. Freud, comme Mélanie Klein, a souvent insisté sur le fait que le passé infantile du sujet, voire de l'humanité, demeure toujours en nous. Les états primitifs peuvent toujours être réinstaurés. Et le psychique primitif est au sens plein impérissable, dit Freud. Le refoulement de la haine constitue donc pour une culture sa tâche la plus ardue. Et cette haine est habituellement soustraite, mise de côté, refoulée dans le rapport du sujet à l'autre, au grand autre. Mais ce qui est porté au cœur de ce grand autre a à voir aussi avec le vide, dont on ne sait jamais à l'avance si cela va être bon ou mauvais. Cela peut aller de la conciliation et de la tolérance qui rend la vie possible, à l'extrême jouissance où œuvre la haine et qui rend la vie impossible. Donc je reviens sur le texte de Solange Faladé sur Mandela de Klerk. Elle nous dit quelque chose d'important aussi. La haine que nous avons en nous, sujet, c'est bien celle que nous portons au cœur de l'autre. Et c'est la haine qui désarticule le langage, la parole qui fait de nous pourtant des êtres traversés par d'autres. Parler est le lieu du sujet humain, son milieu, son intime. Le langage est aussi à l'origine de la politique et du collectif. Parler est politique. Parler, c'est prendre une place dans le symbolique et assigner à l'autre une place d'adresse. Mais la parole qui tend vers une vérité universelle et éternelle, comme dit Foucault, la parole bonne du philosophe, est peut-être à différencier de celle du politique, animée par d'autres désirs individuels moins louables et sa modalité de jouissance. Le droit à la parole est laissé à l'exercice du pouvoir. Mais prendre la parole peut aussi ébranler l'exercice du pouvoir. Tu disais, c'est important que les idées circulent. Et les nouvelles formes de violence auxquelles nous assistons aujourd'hui sont haine du langage, remettent en cause la possibilité d'un vivre ensemble, de la coexistence humaine. Elles se caractérisent par leur radicalité et leur séduction auprès de la jeunesse, il faut le souligner, dans une incitation au passage direct au passage à l'acte violent. Et elles ne sont compréhensibles que par cette levée du refoulement de la haine et une mise en échec du refoulement de la pulsion de mort. Donc rapprochant tout à fait des mouvements populistes et djihadistes, le passage à l'acte en moins. Dans le refoulement, il y a déjà un acte de langage, un nom assigné à un contenu de pensée qui est déjà là, mais rejeté. La répression de la pulsion sexuelle n'est jamais entière, ni celle de la destruction. Heureusement pour le désir, même si la pulsion de mort insiste jusqu'au cœur même du désir. Le refoulement n'est pas une disparition, mais une entrée dans la codification. Ce qui fait que même si l'on pense à avoir levé la répression sur le sexuel, s'il est refoulé, il se recodifie, ce que l'on voit peut-être dans les nouveaux codes amoureux d'aujourd'hui. Mais l'humanisation de la violence est une tâche beaucoup plus difficile que l'humanisation de la pulsion sexuelle. Et dans le populisme, la violence passe par le discours, dans la façon de réduire l'autre au silence et de promettre à mi-dire une violence collective une fois les leaders mis au pouvoir et en place par le suffrage. Ce fantasme donc régressif d'une société close idéale, incestueuse dans sa modalité de jouissance est avancé. C'est une pathologie de la démocratie qui repose sur cette nostalgie d'un État antépolitique ou pré-politique, alors que la démocratie produit des sociétés ouvertes lorsqu'elle n'est pas confisquée par un leader. Dans le populisme, le système défensif de rejet et d'exclusion de l'autre différent est mis en place. Il s'agit pour moi d'un mode de défense de type maniaque, relevé par Mélanie Klein. Le sujet individuel pris dans son fantasme, dans un moment d'emballement imaginaire et saisi de passion, est dépossédé de lui-même. Et le risque étant celui de ne plus être. La passion est un amour de type narcissique, un amour de soi projeté sur l'autre qui n'a donc pas d'existence propre.
Elle est structurée en miroir et ne cède que devant la mort ou la désidéalisation du leader. Il est important de rappeler que basculer dans le populisme, c'est consentir sans peur à la mort de la démocratie. Il s'agit d'une déviation de la démocratie dans laquelle la haine s'exprime librement. Un groupe saisi de passion est dépossédé de lui-même, d'autant plus vite qu'une masse, disait Freud, a les capacités de perdre tout sens critique. Donc le délire collectif induit peut se construire, ce que Adorno avait constaté dans son analyse et sa critique du national-socialisme hitlérien. Et il avait dénommé Patiche ce nationalisme pathique, pathologique, qui a ouvert au fantasme du fascisme et au délire collectif de l'antisémitisme, et qui a trouvé appui sur certaines structures psychiques individuelles. Ce délire, disait-il, substitue au rêve de voir l'humanité organiser humainement le monde, rêve que le monde s'acharne à détruire. Une partie psychotique clivée de la personnalité peut créer des propres vérités dans des idées délirantes. C'est le système de contre-vérité psychique qu'avait décrit le clénien James Camille, qui avait beaucoup travaillé à Toulouse et qui est décédé récemment. Un système donc de contre-vérité qui peut être entretenu dans la personnalité d'un individu, d'un groupe à fonctionnement pathologique, de délinquants, de drogués, de sectes, et aujourd'hui de jeunes radicalisés dans le populisme ou le djihadisme. Repenser le passé est donc une tâche qui incombe à chaque génération, de façon à limiter le rétrécissement de la conscience de la continuité historique, relevé par Hermann Hempel comme symptôme de l'affaiblissement social du moi, qu'avaient repris Adorno et Horkheimer dans la dialectique de la raison. C'est la perte du sens historique qui laisse les jeunes générations plus vulnérables aux embrigadements idéologiques. Hier soir, on parlait de grands discours pour l'humanité, mais la question de cette perte du sens historique est importante aussi. Et on peut faire aussi de sa propre immaturité une idéologie, ce qui se passe avec les jeunes djihadistes et qui questionnent nos sociétés. Un peuple qui se sent étranger à la démocratie est le reflet d'une société aliénée à elle-même, dit encore Adorno. Donc le discours populiste prend appui sur certains signifiants, tu en as parlé, celui de la victimisation et celui de la spoliation, la privation, le grand dame imaginaire. Et le peuple donc est appelé à se réunir car il aurait été spolié de son pouvoir par l'État démocratique. C'est le ressort sur lequel le leader va jouer pour faire vibrer la corde sensible des affects les plus primaires, la colère et la haine. Les élections récentes aux États-Unis se sont gagnées sur cette corde sensible, amenant au pouvoir un leader populiste qui parle au peuple et qui propose dans son discours d'investiture de rendre le pouvoir au peuple, dans son slogan « Power coming back to the people ». C'est un discours de séduction classique de l'emprise mentale aussi. La voix est mise en jeu dans une structure d'appel. La vox populi est moins la voix du peuple au sens actif que le moment où quelque chose se met à se nommer peuple en réponse à l'appel d'un leader. Le signifiant du peuple est mis en avant, image de moi idéal de la société, un peuple pouvant se croire un, donc dans un processus totalitaire. Mais l'unité totalitaire est déjà des liaisons mortifères. Donc le populisme est ce moment où le peuple commence à se prendre pour un peuple, spolié, mais peuple un, qui n'attend qu'un appel pour renaître. L'invocation de ce signifiant peuple provoque alors les effets de foule. Quand le peuple devient un, dit Hélène Leuillet, il est moins prêt pour la dictature que pour le totalitarisme. Le projet est un abrasement vers le bas, un nivellement égalitaire vers le bas, en activant les mécanismes d'envie et de ressentiment. Le discours est protectionniste et l'exclusion est le mécanisme qui permet la clôture. Le populisme ruine toute capacité de symbolisation, de la hauteur, de l'autorité. Il ruine la symbolisation de l'altérité. La complexité du social ne peut donc plus se symboliser quand la société est close. C'est pour cela qu'il s'accompagne souvent d'une théorie complotiste de la politique horizontale des relations démocratiques, dit Hélène Leuillet. C'est une lecture policière paranoïaque de l'histoire. Sous le pouvoir se cacheraient des services qui manipulent et dirigent le monde. Cette croyance libère le sujet de l'affect de la haine. Ce type de discours complotiste est donc un dispositif essentiel au non-refoulement de la haine.
Mais la haine ne peut lier durablement, étant elle-même une force de déliaison. Et les régimes politiques issus des discours haineux sont voués à la destruction, mais aussi à l'autodestruction. L'histoire en a montré bien des exemples. Le mécanisme d'envie est une passion par rapport au bien d'autrui. Elle est première par rapport à la jalousie, qui peut être constructive dans les rapports sociaux. L'envie est sous-tendue par la haine et elle sape à la base toute capacité de lien et d'amour. C'est aussi un type de mécanisme maniaque qu'avait relevé Mélanie Klein, qui a fait de l'envie primordiale au sein de la mère le ressort de toute envie. C'est un mécanisme primitif qui a rapport à une source première de satisfaction, antérieure à la constitution du lien horizontal que représente la fratrie et la possibilité de mise en place de tiers par le père. Il s'agit d'un stade d'avant l'Oedipe, d'avant le parricide et la constitution du contrat social. Il s'agit pour moi d'un stade d'avant le contrat social. La démocratie se pense sur le modèle de la fratrie et sa régulation réside dans la lutte pour les biens, de l'ordre de l'avoir et non de l'être. Le populisme est une régression au stade d'avant la possibilité de démocratie. Ces différents populismes ont en commun le désir que quelque chose colle au-delà du lien entre les membres du groupe social, de façon à ce que le peuple fonctionne en miroir de lui-même, sans différence, sans altérité. C'est le rêve de tous les jardins primitifs, de l'imaginaire humain, de tous les paradis fantasmés, depuis l'Éden jusqu'à celui des États fascistes et puis des États du capitalisme qui pensent créer des offshore pour milliardaires dans le monde, puis s'isoler du reste du peuple. William Reich avait essayé d'en théoriser les causes dans les années 30, dans une analyse fondée sur l'économie sexuelle du fascisme, dans le désir pour lui orgastique non satisfait des masses. Même si son travail est tombé dans l'oubli du fait d'une tentative d'explication orgastique sexuelle, le mysticisme fasciste représentait pour lui la nostalgie orgastique, celle qui résulte de la déviation mystique et de l'inhibition de la sexualité. Il a quand même dit des choses très importantes du fait de son expérience de médecin et de psychanalyste pendant de longues années dans les organisations marxistes. Le fascisme n'est pas pour lui un exploit d'Hitler ou de Mussolini, mais surtout l'expression de la structure irrationnelle de l'homme nivelé dans la foule. Il était conscient de l'immensité des efforts que l'élimination du fascisme demanderait à la science et à la société pour parvenir à une restructuration libérale. Sommes-nous vraiment sortis de cet effort 73 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale ? La mémoire affaiblie de nos démocraties laisse aujourd'hui ressurgir la répétition, le fantasme fasciste de toute puissance capable de rassembler en lui toutes les pulsions insatisfaites d'un narcissisme collectif qui trouve ici une issue en s'identifiant à la totalité. Franz Kaltenbeck, c'est un de nos confrères lillois qui a travaillé sur ce sujet, d'origine autrichienne, et qui est décédé aussi brutalement d'un infarctus au Japon le 13 mars. Il avait écrit dans Le Monde un article au mois de janvier intitulé « Si l'Autriche avait assumé son passé, elle se serait engagée dans une autre voie ». Il y développe l'idée d'un déni, autre mécanisme de type maniaque qui s'est imposé en Autriche, sur la responsabilité de ce pays dans les crimes nazis. Ce déni est un mécanisme originaire de défense décrit par Freud à l'égard de la réalité extérieure. Le déni de la castration, ou la forclusion, comme on parlait hier avec Marie-Jean Sauré, en étant le prototype. Il s'agit d'un mode de défense consistant en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante. Ce déni du passé peut être plus ou moins complet et entraîne une douloureuse coupure en spirale d'une partie de soi et d'une partie de l'identité d'un peuple. Les excès honteux de l'histoire n'auraient pas été possibles sans la nature de la structure antilibérale, servile, mystique des masses humaines victimes de tout cela. C'est le problème fondamental des attributs caractériels de l'homme relevé par Reich. Une structure de l'homme forgée par une civilisation patriarcale et autoritaire depuis des millénaires et dont le symptôme fasciste constitue, à mon avis, le point d'acmé obscène et caricatural. Le seul moyen de combattre cette tendance régressive vers les populismes et le fascisme consiste et consistera à lui opposer une connaissance objective et pratique des processus de la vie
et des processus psychiques. Le fascisme international, dit Reich, cédera à l'organisation naturelle internationale du travail, de l'amour et de la connaissance. C'est la gouvernance de la destinée humaine qui y est en jeu.